Bonsoir, bienvenue à cette rencontre de Swiss Med Culture. On se croirait peut-être dans un auditoire d'université à un cours de Pierre Magistretti. Hein. C'était comme ça quand il donnait ses cours. Voilà. Bienvenue à cette rencontre autour du film Les 5 nouvelles du cerveau. Malheureusement, Jean-Christophe Bron, qui est le réalisateur du film, ne peut pas être avec nous pour des raisons familiales. Donc, c'est Pierre Magistretti qui va commenter le film et répondre ensuite à vos questions. Deux mots sur Jean-Christophe Bron. C'est un de nos meilleurs réalisateurs de films documentaires suisses. Moi, je l'ai connu personnellement quand j'ai montré dans plein de pays un film qui s'appelle Le génie helvétique, qui était un film sur la genèse d'une loi au Parlement suisse, la chose la plus ennuyeuse au monde. Et il a réussi à en faire presque un film policier. Il a réussi à avoir des députés, des lobbyistes. C'était un film sur le génie génétique. Donc il y avait des lobbyistes d'industrie pharmaceutique, il y avait des gens de gauche, des gens de droite, des écologistes, etc. Et alors c'est un film magnifique et je l'ai notamment montré en Chine pour expliquer la démocratie suisse aux Chinois, ce qui était assez particulier. Bref, un vaste programme. Donc c'est un excellent réalisateur. Il a aussi fait un film peut-être que vous avez vu sur Blocher, qui est tout à fait intéressant. Il a fait un film sur Wall Street. Il a fait toute une série de films qui sont aussi bons les uns que les autres. Et quand j'ai vu l'année dernière qu'il avait réalisé ce film sur le cerveau, sur l'intelligence artificielle, je me suis dit ça vaut vraiment la peine de le montrer. On en a parlé avec mon ami d'enfance Pierre Magistretti, et on est là ce soir. Alors 2 mots sur Pierre Magistretti. C'est mon ami, c'est un enfant du pays. On s'est connus à l'âge de 11 ans, on a fait 3 ans d'école ensemble ici à Montana. Et puis, lui a continué sa carrière. Bon, il a suivi un peu sa maman dans une carrière scientifique, médecin, neuroscientiste, professeur à l'Université de Lausanne, à l'EPFL, directeur du Brain Mind Institute. Il fait partie du Collège de France, Accademia dei Lincei, pour les Italiens qui connaissent cette académie. Et aujourd'hui, il est le dean des Life Sciences dans une université à Jeddah qui s'appelle King Abdullah University of Science and Technology. Donc c'est vraiment la personne idéale pour nous commenter le film qu'on va voir. Sans plus attendre, on va voir le film et après, Pierre nous le commentera. Merci, bonne soirée. Bonsoir. C'était, je pense, intense et à certains aspects très intéressant. C'est dommage, bien sûr, que Jean-Stéphane Bron ne soit pas là ce soir, parce que j'aurais beaucoup aimé lui poser des questions. Parce que je trouve personnellement le film, du point de vue cinématographique, il est très bien. Mais du point de vue... je comprends pourquoi il a choisi ces 5 scientifiques. D'ailleurs, j'en connais 3 très bien. Alex Pouget, le premier, Christophe Corr, le deuxième, et Aude Billard, la 5e. Les deux, entre le 3 et 4, je ne les connais pas, et je dirais que c'est peut-être pas étonnant. Enfin, je veux dire, je suis nettement moins impressionné par le 3 et 4. Et d'ailleurs, je dois vous dire, parce qu'il faut être clair, les travaux de Birnbauer sur la communication avec les personnes en lock-in syndrome ont été très, très critiqués, questionnés et pas nécessairement reproduits, on va dire. Donc, ça ne veut pas du tout dire que tout ça a été, fabriqué, pas du tout, mais ça a été questionné, disons, pour dire. Et, voilà. Et puis, le numéro 4, personnellement, j'ai trouvé vraiment très léger, très spéculatif. Donc, je vais peut-être dire quelques mots sur les autres et sur le contenu. Donc, je trouve que du point de vue neurobiologique ou neuroscientifique, c'est des termes interchangeables, il y a quand même le mot qui me vient le plus à l'esprit, c'est un côté de simplification, parfois excessive, et deuxièmement, beaucoup de spéculation.
Alors c'est bien parce que ça stimule le cerveau, ça stimule l'imagination, ça fait poser des problèmes de fond. Je crois que les questions que Pouget, que Christophe Corr se posent notamment, c'est des questions tout à fait fondamentales que je crois que tout neuroscientifique, et je peux vous dire que je me les suis posé aussi moi-même, et que c'est peut-être même pour ça que j'ai décidé, après mes études de médecine, de faire un doctorat en neurosciences et de devenir neuroscientifique, parce que c'est des questions fondamentales. Sauf que, alors, on peut essayer d'aborder ces questions aujourd'hui, certainement mieux qu'il y a 30 ans, quand Corr a commencé ou quand moi j'ai commencé, mais on est encore dans un domaine où l'acquisition des données, d'ailleurs Christophe Corr le dit très bien, il dit les technologies ont augmenté de manière extraordinaire, c'est vrai, on peut aujourd'hui voir des neurones en activité dans le cerveau, on peut enregistrer des signaux très subtils, on peut voir un cerveau en action lorsqu'il pense à quelque chose, on voit quelle région s'active, donc cet aspect-là, c'est vrai, la technologie a augmenté, mais par rapport à ce qu'on connaît du cerveau, on est encore très très loin. Moi, on m'a souvent posé la question, combien vous pensez quel est le pourcentage de connaissances que nous avons du cerveau aujourd'hui par rapport à un hypothétique 100%, où on saurait tout sur le cerveau. Personnellement, je pense que c'est moins de 10%. Et je ne suis pas le seul, beaucoup de mes collègues. Donc, vous voyez, spéculer quelque part sur la conscience, spéculer sur ce que sera l'intelligence artificielle du futur, alors qu'on ne connaît pas encore très bien comment marche la nôtre. Tout ça, sur la base de moins de 10% de connaissances, c'est quand même, on appelle ça de la spéculation. Stimulante, excellente, très bien filmée. Donc c'est vraiment pas du tout une critique à Jean-Stéphane Bron. S'il était là, je dirais exactement la même chose. Le film est très bien fait, je crois. Donne aussi, par exemple, ce côté humain de chacun des chercheurs que je trouve très bien, parce que parfois on s'imagine les chercheurs comme des savants qui ne sont pas en connexion avec le monde, qui n'ont pas d'émotion, j'en sais rien. Enfin voilà, il y a une sorte d'image du scientifique. Là, on voit des scientifiques avec le père et le fils, le chercheur et son chien, voilà, l'autre qui mange des spaghettis à Padoue. Enfin, je trouve qu'il y a un côté, vraiment le film est bien fait, mais il donne, je pense, une image très, disons, resserrée, un peu trop serrée, de ce que sont les neurosciences et les connaissances du cerveau. Alors, je dirais 2-3 mots sur des points spécifiques. Beaucoup de ces chercheurs ont dit, voilà, on va créer les émotions, ce lien entre intelligence et émotion. On va reproduire l'émotion dans ces machines que l'on va construire. Le problème, c'est que pour avoir des émotions, il faut un corps. Quand vous avez peur, vous voyez un chien qui aboie de manière agressive qui vient vers vous. Pourquoi vous avez peur? C'est parce que votre corps répond. Vous avez le rythme cardiaque qui augmente, les pupilles qui se dilatent, vous libérez de l'adrénaline. Vous avez toute une série de réponses corporelles qui ensuite sont détectées par le cerveau et associées avec la perception sensorielle, dans le cas particulier, un chien. Alors, il y a bien sûr un apprentissage, mais à chaque fois, à moins de faire des thérapies de déconditionnement, par exemple pour les phobiques des chiens, où cette peur prend des proportions, disons, incontrôlables, on aura toujours besoin de cette caisse de résonance qu'est le corps pour pouvoir produire une émotion. Alors, ce n'est pas exclu que l'on puisse, par des algorithmes, et c'est ce que semble suggérer le Rudraff, dans ces petits robots, bon, je ne sais pas, ça n'était pas clair, je dois dire. Et en tout cas, ce n'est pas encore des travaux qui ont vraiment marqué le domaine. Mais c'est pas une... Voilà, je ne veux pas du tout critiquer. Mais enfin, voilà. Quand même, il y a cette notion d'émotion. Donc, ça, c'est le premier point. C'est très bien l'intelligence artificielle, c'est très bien les robots. On pourra peut-être modéliser
enfin, la seule manière par laquelle on pourra reproduire des émotions, ou produire plutôt des émotions dans un robot, c'est si on peut reproduire des réponses corporelles, comme si on arrivait à faire un algorithme de la réponse somatique, comme on l'appelle. Donc là, il y a encore du chemin quand même. Je sais qu'on y travaille, notamment au Japon, on travaille beaucoup là-dessus, et c'est intéressant, mais voilà. Ensuite, la question de l'intelligence artificielle. En fait, elle n'est pas si intelligente que ça, l'intelligence artificielle, pour être tout à fait franc. C'est-à-dire que, voilà, on peut assez facilement écrire des codes, des algorithmes, comme on le dit, qui font que lorsqu'il y a un certain output qui automatiquement doit être détecté pour voir la conséquence de cet output, on voit si ça correspond à ce qu'on aimerait que la machine apprenne, et puis par répétition, eventually, comme on dit en anglais, à la fin, la machine apprend quelque chose. Mais c'est loin, enfin, nous sommes encore meilleurs de ce côté-là pour l'instant. Alors, de nouveau, ça ne veut pas du tout dire que on ne va pas y arriver, mais d'ailleurs, Christophe Koch le dit, actuellement, ces machines sont plus lentes, dans quelques temps, peut-être qu'elles arriveront à la même vitesse, et puis, bon, oui, alors pourquoi pas dire, oui, elles seront plus rapides, et puis elles vont nous maîtriser. C'est là où je vois la spéculation. Alors, de nouveau, dans comme ça, une discussion, comme on dit en anglais, after dinner speech, pourquoi pas, mais disons, ce n'est pas vraiment de la science. Donc, et puis, ces mécanismes d'apprentissage, notre cerveau les maîtrise de manière vraiment remarquable par ce qu'on appelle, peut-être ceux qui ont déjà écouté, une ou deux fois j'ai parlé de ça dans des conférences ici à Caen, c'est ce qu'on appelle la plasticité neuronale. Nos réseaux de neurones sont capables, lorsque par exemple on mobilise, il y a un apprentissage qui se fait, où on a une expérience assez forte qui va laisser une mémoire, un souvenir. Qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être quelques millions de neurones qui vont être activés de manière simultanée, on connaît ça maintenant, on l'a étudié du point de vue biologique, ces neurones vont être connectés de manière plus forte qu'avec d'autres, des 70 ou 80 milliards de neurones. Eh bien, le souvenir, se produit parce qu'on réactive ces neurones qui se sont liés au moment de l'apprentissage. Et ces neurones qui se sont liés au moment de l'apprentissage, en fait, ont été l'objet justement de ce qu'on appelle une plasticité neuronale, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent de manière plus efficace. Donc, on commence à comprendre ces mécanismes biologiques, et l'idée, ce serait quand même, si on voulait faire des machines vraiment intelligentes, arriver à modéliser beaucoup mieux, mais peut-être qu'on y arrivera, cette plasticité neuronale, qui a un grand avantage visiblement. De nouveau, je crois que c'était Alex Pouget, ou son fils plutôt, disait le cerveau fonctionne de manière très efficace du point de vue énergétique. 20 watts, c'est ce que consomme notre cerveau. Les ordinateurs, les high performance compute, les super ordinateurs consomment plusieurs centaines de mégawatts. Donc bientôt, non mais c'est sérieux, un jour il faudra pour un de ces superordinateurs une centrale nucléaire à côté pour fournir assez d'énergie. Donc, alors, bon, moi j'ai un biais, je suis, comme j'aime dire, je suis un mécanicien du cerveau, j'aime comprendre comment les neurones marchent, comment les autres cellules marchent. En même temps, bien sûr, j'aime beaucoup spéculer, et c'est très bien de le faire, et il faut le faire. Mais disons, je dirais qu'il y a encore beaucoup à faire, déjà pour comprendre un peu mieux comment notre cerveau fonctionne, même au niveau cellulaire et moléculaire. Et par exemple, de nouveau, pour cette intelligence artificielle, la question de l'énergie est fondamentale. Parce que même ces ordinateurs qui reproduisent certaines capacités assez étonnantes du cerveau consomment une quantité d'énergie qui n'est absolument pas compatible avec un robot qui un jour aura des émotions et nous commandera. Donc c'est là où personnellement je vois un gros gap.
Alors, Jean-Stéphane Braun n'est pas un neurobiologiste. Je pense qu'il a été fasciné par ces personnes qui le sont. Vraiment, Pouget, Corr et aussi Aude-Billard sont vraiment des gens remarquables. D'ailleurs, je dirais que des 5, et c'est peut-être pas un hasard, la plus réaliste, la plus down to earth, celle qui vraiment travaille sur quelque chose de concret et utile, c'est Aude-Billard. C'est peut-être parce que c'est une femme. Je ne sais pas. Mais, et elle a en plus une philosophie là derrière. Cette philosophie, c'est de dire, finalement, elle a même une position politique pratiquement, ça a été dit. C'est-à-dire qu'on utilise aujourd'hui des humains pour faire des travaux qui sont aliénants et pour lesquels il n'y a pas besoin d'un cerveau humain. Et donc son travail, je pense, est très important. Ça a l'air peut-être un peu limité ou focalisé, mais c'est un travail très important. Donc, cette question de... Et puis finalement, un dernier exemple qui je pense est alors très concret et intéressant, c'est ce qu'on appelle, mais ça a été évoqué assez légèrement, le Brain-Computer Interface, c'est-à-dire ces microprocesseurs que l'on peut mettre, implanter dans un cerveau, à faire apprendre à ce microprocesseur de piloter, par exemple, un bras artificiel lorsque la personne pense à quelque chose. Et qu'est-ce que ça veut dire penser à quelque chose? Ça veut dire activer un réseau de neurones particulier, par exemple 2 millions de neurones. Et si on entraîne, et ça c'est de l'entraînement, on entraîne la personne à penser toujours quelque chose de très précis, dont on peut décoder l'activité électrique au niveau de cette interface, et transformer ce signal analogique, qui est l'enregistrement de 1 million de neurones, en un signal digital pour commander un bras artificiel, là, on aura un progrès considérable pour des personnes amputées, voire même paralysées. Il y a des travaux qui vont dans ce sens. Grégoire Courtine à l'EPFL, avec je bloque sur son prénom. Elle est excellente, vraiment. Donc voilà, ils sont remarquables, ils font un très beau travail. Donc, en résumé, disons, pour donner un point de vue sur ce film, et de nouveau, c'est dommage que Jean-Stéphane ne soit pas là, je pense que c'est un très bon film du point de vue cinématographique, ce qui n'est pas étonnant, c'est un bon metteur en scène. Je pense qu'il y a peut-être une fascination que le metteur en scène a eue avec ses sujets et ses chercheurs, qui sont, en tout cas pour une partie d'entre eux, fascinants. Il y a un petit côté narcissique quand même, mais ça c'est normal dans tous les chercheurs, mais bon. Et puis, il y a ce côté, alors voilà, que je trouve peut-être pas le pas de trop, mais en tout cas il faut prendre tout ce qui est dit et montré avec un peu de critique, dans le sens qu'il y a, du fait qu'on connaît tellement peu sur le cerveau, beaucoup de choses qui ont été dites et présentées sont de la spéculation. Il y a un côté aussi simplificateur, je veux dire, Christophe Corr, quand il dit que l'âme, elle est là dans le cortex, bon, ok, mais enfin, ou que toute la conscience est dans le claustrum, c'est une région, c'est un filet qui fait 2 mm de diamètre et 1 cm d'épaisseur. Donc, bon. Et d'ailleurs, Christophe Corr était un de ceux qui a proposé la théorie du grandmother neuron, ou même du Jennifer Aniston neuron. Et c'était basé sur des études qui ont été faites chez des patients épileptiques, dans lesquels on faisait des enregistrements pour délimiter la zone épileptogène. Et avant de faire cette résection, il y avait l'opportunité d'enregistrer autour, dans la région saine, les réponses de ces neurones. Et par hasard, une fois, il y avait quelqu'un qui travaillait dans les studios de Hollywood et il montrait où il a entendu le nom simplement de Jennifer Aniston d'abord, et il y a eu une activité électrique. Ensuite, alors ça a excité les chercheurs et cliniciens très sérieux qui ont vu que lorsqu'ils montraient des images de femmes blondes, il n'y avait aucune réponse, mais dès que le visage de Jennifer Aniston était présenté au patient conscient, le neurone activé.
Et en fait, ce n'était pas un neurone, c'était justement un ensemble de neurones dont je parlais tout à l'heure, qui est à la base de l'inscription de l'expérience dans le cerveau. C'est ces millions de neurones qui sont actifs et qui ont enregistré quelque part, parce qu'ils sont maintenant liés les uns aux autres dans l'activité, par la plasticité neuronale, ils ont déchargé, parce que ce souvenir, enfin ce visage a rappelé un souvenir. Donc, tout ça pour dire qu'on peut être très vite réductionniste. On dit, voilà, il y a un neurone qui code le visage de Jennifer Aniston. Donc, enfin, tout ça pour dire, mettre un peu de prudence dans cet enthousiasme et qu'on a tous. Enfin, vraiment, moi je pense que personnellement, j'ai commencé la recherche il y a 40 ans, essentiellement motivé par les mêmes questions. Sauf que, petit à petit, on rentre dans le laboratoire, on fait des expériences, on voit, on obtient des résultats, on essaie toujours de garder une perspective large, mais ensuite, si on veut vraiment comprendre le cerveau, il faut amener sa modeste ou modeste contribution à la compréhension des mécanismes du cerveau. Et en fait, je vais vraiment en 5-6 minutes parler de quelque chose qui n'est, et je le fais vraiment d'autant plus à l'aise que vraiment il y a une grosse lacune dans dans et ça monte, enfin dans ces différentes présentations, c'est qu'on a parlé que de neurones. Et donc c'est un peu non seulement dans l'image comme ça du grand public, on dit cerveau égale neurone. Mais aussi de beaucoup de chercheurs, de moins en moins, heureusement, et c'est le fait que dans le cerveau, il n'y a pas que des neurones, mais il y a également ce qu'on appelle des cellules gliales. Alors, je vais vous montrer quelque chose qui, quelque part, est complètement, je ne dis pas complètement, mais enfin, en tout cas, un autre angle complémentaire, je dirais, de ce que vous avez vu, des choses autour des neurones, autour de pas mal de spéculation, quelque chose, disons, qui est plus terre à terre, peut-être, mais qui peut-être donne un certain espoir, notamment dans un problème réel, qui n'est pas encore celui de l'humanité, qui va être dirigé par des robots, qui est le problème des maladies neurodégénératives, et notamment la maladie d'Alzheimer, qui est quelque chose qui augmente dans la population simplement parce que c'est une maladie liée au vieillissement et la population, grâce au progrès de la médecine, vieillit. Donc, voilà, comme ça a été dit, notre cerveau, bon, j'ai le chiffre de 80 milliards, mais enfin, ça peut être 70, c'est pas grave. Et c'est effectivement ce qui est extraordinaire, c'est comme Christophe l'a dit, chaque neurone est en contact avec, ça dépend là aussi des estimations et des régions, entre 20 et 50 000 autres neurones. Alors que lui-même a dit qu'actuellement, les neurones, dans des modèles d'intelligence artificielle, dans ces neurones artificiels, soi-disant, ils sont en connexion avec 3-4 neurones. Donc, vous voyez déjà l'échelle. Ça veut dire qu'en fait, notre cerveau a à peu près 10 à la puissance 15 endroits où les neurones échangent l'information, ce qu'on appelle les synapses. Mais dans le cerveau, il n'y a pas... Voilà, ça c'est le neurone, un joli neurone classique. Voilà, il a une région d'émission du signal, ce qu'on appelle l'axone, une région de réception des signaux qu'on appelle le dendrite, et puis ici, il y a ce qu'on appelle les synapses, donc il reçoit le signal d'un autre neurone. Mais en fait, là je vous ai montré un neurone prototype, mais il existe des dizaines de formes de neurones, et Ramon y Cajal, qui était vraiment un des pionniers des neurosciences modernes, les appelait les papillons de l'âme parce qu'il a décrit plein de formes de neurones. Il disait que comme l'entomologiste à la recherche de papillons bariolés, mon attention a chassé dans le verger de la matière grise des cellules aux formes délicates et élégantes, les mystérieux papillons de l'âme, dont les battements d'ailes pourront peut-être un jour nous livrer les secrets de l'esprit. Une belle phrase poétique, mais c'est peut-être vrai qu'on arrivera. Mais vous voyez, ça c'était probablement en 1920, 30, 40, non, 30 parce qu'il est mort en 34. il a écrit ça vers la fin de sa vie. Et on n'a pas beaucoup avancé. On connaît beaucoup plus sur les formes des neurones et leurs activités, mais on est loin d'apprendre
les secrets de l'âme. Voilà. Mais comme je l'ai dit, il n'y a pas que les neurones. L'autre moitié du cerveau, ce qu'on appelle les cellules gliales, c'est à peu près 100 milliards. Donc il y a plus de cellules gliales que de neurones. Et l'autre donnée qui est assez ébouriffante, c'est qu'on a 600 km de capillaires qui sont dans notre cerveau, de vaisseaux. Et ça montre bien combien le cerveau a besoin d'énergie. En fait, le cerveau utilise 20% de l'énergie de tout le corps, même s'il ne représente que 2%. Et pourtant, il est efficace, parce qu'il n'utilise que 20 watts. C'est quand même assez formidable. Alors, ces cellules gliales, il existe différents types. Et en fait, le terme de glie vient de glu, de la colle. On a longtemps pensé que ces cellules étaient de la colle, qui tenaient les neurones ensemble, et que voilà, c'est pas très intéressant à étudier. Sauf que on voit, et c'est que ces cellules, en fait, en 2 mots, je vais vous dire ce qu'elles font, et c'est pas du tout banal. Il y a un type de cellules gliales qu'on appelle les oligodendrocytes, c'est pas important, mais ce qu'elles font, elles créent une gaine isolante autour de la zone de projection des neurones, des axones, et elles permettent une communication rapide. Il y a une maladie gliale, la sclérose en plaques, est due au fait que ces oligodendrocytes meurent, et donc les axones, donc les zones de conduction du signal nerveux, ne sont plus isolées. C'est comme un câble de courant que vous avez par terre, où il n'y a plus le plastique autour, et dès qu'il y a un peu d'eau qui traînerait par là, il y aurait un court-circuit, donc ça ne marcherait pas très bien. Ensuite, l'autre type de neurones, et c'est les cellules sur lesquelles j'ai consacré 30 ans de recherche, ce sont ces cellules qu'on appelle astrocytes, les cellules étoilées, étoilées. Et enfin, c'est vraiment un peu par hasard, ça a démarré quand je faisais mon doctorat à l'Institut Salk à San Diego. Et voilà, j'utilise le terme un peu pompeux de découvert, que ces cellules, en fait, répondaient à des signaux qui venaient des neurones. Mais ce qu'elles faisaient, c'était très intéressant, parce que, en fait, ce que j'ai montré, c'est qu'elles fournissaient de l'énergie aux neurones. Et tout ça a des implications importantes, comme vous le verrez dans un instant, pour les maladies neurodégénératives et la mémoire. Et en fait, c'est quand même intéressant, le rapport entre astrocytes et neurones augmente de manière impressionnante à travers l'échelle zoologique. Donc si on admet qu'il y a une forme d'intelligence quand même supérieure chez l'humain par rapport à la limace, on se dit que peut-être ces astrocytes sont importants pour le fonctionnement de l'intelligence. Et bon, là c'est un N de 1, donc, mais il y a eu des études sur le cerveau de Einstein qui ont fasciné, et on a trouvé que dans certaines zones du cerveau, il avait plus d'astrocytes que les autres humains. Mais on ne va pas en faire une théorie là-dessus sur N de 1. Mais le point important, c'est ça, c'est que ces astrocytes, ils sont positionnés entre les neurones, ici, et notamment autour des synapses, et autour des capillaires. Et en fait, ce qu'ils font, ils détectent quand les neurones sont actifs et amènent de l'énergie au cerveau. Donc c'est vraiment la centrale électrique, nucléaire, ce que vous voulez. On parle ces jours de tous les problèmes d'énergie qu'on aura dans les mois à venir. Eh bien, voilà, peut-être qu'on devrait introduire des astrocytes dans les ordinateurs, ou en tout cas modéliser des astrocytes dans les ordinateurs pour qu'ils soient efficaces. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, en fait, aujourd'hui, j'ai mentionné les maladies neurodégénératives, l'implication de ces astrocytes. Qu'est-ce qu'on peut dire, juste pour conclure, à propos de cette maladie? Où en est-on? Parce que c'est quand même un souci quotidien, je crois, de tout le monde, à partir d'un certain âge en tout cas. Alors il y a eu une hypothèse qui était l'hypothèse amyloïde, c'était l'idée qu'il y a une protéine toxique qui s'accumule dans le cerveau et qui éventuellement encrasse les neurones, pour parler simplement, et ils fonctionnent moins bien et puis ils meurent. Or, force est de constater que toutes les études cliniques qui ont été faites autour de l'amyloïde depuis 20 ans ont toutes échoué. Donc ces théories étaient pour diminuer la quantité ou diminuer la formation. Et en fait, très simplement, vous avez à l'autopsie des personnes qui sont démentes et qui ont très peu d'amyloïdes et des personnes qui sont tout à fait bien et actives et qui ont beaucoup d'amyloïdes. Donc il fallait déjà
peut-être être un peu prudent. Toutefois, il y a une telle pression pour proposer quelque chose, c'est que récemment, en fait, il y a 1 an et demi, la FDA, donc l'Agence d'approbation des médicaments américaine, a approuvé une molécule dont il est prouvé qu'elle n'a pas d'effet, pratiquement pas d'effet. Et d'ailleurs, les membres du comité de sélection, d'analyse à la FDA, ont démissionné et ça a été voté contre, ça a été approuvé contre l'avis de la commission. Donc voilà, ça montre bien. C'est juste pour dire que malheureusement, on a dépensé beaucoup d'énergie et de ressources dans une fausse piste. Alors, quelles sont les nouvelles pistes? Et alors là, ça émerge de plusieurs dizaines de laboratoires. On commence à s'intéresser à ces cellules gliales, aux astrocytes et aux cellules microgliales, qui est un autre type, je vous dirai peut-être un mot rapidement. Donc tout d'un coup, l'attention est de se dire, il y a une chose en tout cas qui est claire dans la maladie d'Alzheimer, c'est qu'il y a moins d'énergie qui arrive au cerveau. Vous avez ici une imagerie cérébrale d'un cerveau normal, et puis on peut visualiser la consommation d'énergie. Et vous voyez, ces zones rouges montrent qu'il y a beaucoup de consommation d'énergie. Ici, vous avez un cerveau d'Alzheimer, et vous voyez qu'en fait, il y a très peu de consommation d'énergie. Donc, en fait, ce qui semble émerger, c'est que quelque part, dans la maladie d'Alzheimer, ou en tout cas les prodromes de la maladie, il y a un déficit d'énergie qui arrive au cerveau. Et en fait, on a même appelé l'Alzheimer un diabète type 3, c'est-à-dire le diabète 1 et 2, les cellules n'ont pas la capacité d'utiliser le glucose. Là, c'est autre chose, il y a d'autres raisons, mais c'est aussi quelque chose comme ça. Le cerveau n'a pas assez de possibilités de consommer du glucose. Alors, l'idée, c'est que si on part du principe que le glucose est l'énergie principale qui arrive au cerveau par ces 600 km de capillaires, et qu'en fait, ce glucose, il rentre dans le cerveau, ça c'est entre autres, enfin c'est nous qui l'avons découvert, mais d'autres l'ont reproduit, il ne rentre pas dans les neurones directement, ce glucose. Il va d'abord dans l'astrocyte, vous vous souvenez, qui est connecté aux synapses et qui est connecté à la source d'énergie qui est le capillaire. Et en fait, il est prédigéré en lactate, peu importe. Mais en fait, il y a un rôle fondamental de l'astrocyte pour fournir une sorte de produit à utilisation immédiate par le neurone. C'est ce qu'on appelle l'astrocyte neuron lactate shuttle, que justement j'ai décrit. Et donc l'idée maintenant, c'est de dire, on devrait en fait, pour protéger les neurones, développer des molécules qui vont agir sur l'astrocyte et aussi sur le capillaire pour faire rentrer plus de glucose dans le cerveau. Et c'est ce qui a été fait dans une start-up de l'EPFL qui est maintenant Campus Biotech, qui est issue de mon laboratoire, et qui a des molécules qui font ça et qui en fait ont des effets neuroprotecteurs et même qui stimulent la mémoire dans certains modèles animaux. Donc voilà, j'arrive au bout. Le message comme ça, de mon point de vue de biologiste qui travaille sur des aspects concrets de fonctionnement du cerveau, c'est que dans le cerveau, il n'y a pas que les neurones, mais il y a une communication entre neurones et cellules gliales. Et ces cellules gliales jouent un rôle important dans le maintien de la fonctionnalité des neurones, notamment en fournissant l'énergie, qu'il y a des situations physiologiques, comme la mémoire, et les pathologiques, la mort neuronale, où ce couplage entre les astrocytes et les neurones sont très fondamental. Donc on ne peut plus considérer le cerveau comme étant seulement fait de neurones, il faut les considérer dans l'ensemble de leurs compléments cellulaires. Et donc ça veut dire qu'il vaut la peine maintenant de en fait, cibler ce dialogue astrocyte-neurone pour développer des molécules. Et voilà, juste encore 2 mots sur d'autres aspects récents qui pourraient devenir des cibles pour la thérapeutique. D'abord, c'est que contrairement à ce qu'on pense, c'est pas qu'on perd des neurones toute notre vie, heureusement, c'est plus réjouissant, on en produit en fait toute notre vie. Et c'est ce qu'on appelle la neurogenèse, et il y a des régions en particulier du cerveau, ce qu'on appelle notamment l'hippocampe, là, une zone importante pour la mémoire, où il y a cette neurogenèse qui peut être facilitée par exemple, justement, ce lactate qui vient des astrocytes ou d'autres molécules qui viennent de la glie, mais il peut aussi être inhibé. Et notamment le stress chronique est un inhibiteur de cette neurogenèse. Et
ce qui aide à maintenir cette neurogenèse, c'est un environnement varié, l'exercice physique, l'exercice mental. Voilà, donc comme on aime bien dire, use it or lose it. Donc il vaut mieux utiliser son cerveau. Et puis dernier point, c'est comme ouverture thérapeutique possible, importante, c'est depuis les travaux qui ont valu le prix Nobel à un japonais, Yamanaka en 2012, on peut aujourd'hui prendre des cellules de la peau, des fibroblastes d'un patient, les faire passer à travers différents... c'est une recette de cuisine pratiquement, différentes molécules, et ensuite les faire redevenir cellules souches, et ensuite différencier dans les cellules qu'on veut, et notamment des cellules nerveuses, donc neurones ou glies. Et c'est ce qu'on a mis en place avec le soutien d'une fondation à Genève, sur le campus Biotech, une plateforme qui va donner la capacité de produire ces cellules nerveuses à partir de la peau de patients. Voilà, c'était pour vous donner un peu d'apport, une critique du film, mon point de vue. Merci docteur pour ce bel exposé. Deux questions. Vous avez évoqué les microprocesseurs du BRI. Est-ce que vous préconisez qu'à terme, ces microprocesseurs pourraient détecter et même prévenir des maladies qui touchent le cerveau? Et la deuxième question, c'est, on parle beaucoup du brain-gut axis. Alors, de tout ça, avec l'oxygénation du cerveau, est-ce que vous pensez qu'un jour, il y aurait plus de recherches faites pour les amyloïdes, pour la protéine T et tout le reste? Merci. Oui, très bonne question les deux. Donc la première, c'est intéressant votre approche de dire est-ce que ces microprocesseurs, non seulement ils pourraient traduire ces signaux neuronaux en commande digitale pour des prothèses, mais est-ce qu'ils pourraient au contraire détecter, enfin au contraire, en plus, détecter l'état de région du cerveau. Alors, la seule question, c'est la localisation, parce qu'il faut pouvoir localiser, on ne peut pas envahir le cerveau de microprocesseurs. Donc, il faut que ça puisse être dans des régions ciblées. Et il y a une application, déjà, qui commence à se faire, c'est dans le domaine de l'épilepsie. C'est-à-dire que, et c'est ce qu'on appelle des closed loop approach. C'est-à-dire qu'entre les crises d'épilepsie, il y a, surtout celles qui sont fréquentes, il y a tout d'un coup des changements dans l'activité neuronale qui ne sont pas encore épileptiques, mais qui sont anticipateurs d'une crise d'épilepsie. Et donc, ce qui est en train d'être fait maintenant, c'est de pouvoir détecter ces signaux précoces avant la décharge épileptique pour envoyer du courant inhibiteur et empêcher la décharge épileptique. Donc, c'est un peu dans cette direction, je pense, que vous évoquez. Mais il y a la question de la localisation. Voilà. Et puis le deuxième point, alors brain-gut, ça c'est vraiment quelque chose qui est en train d'exploser. On a maintenant plus de doute que nos amis, les bactéries du tractus gastro-intestinal, sont importantes pour notre santé. Au début, on a pensé que c'était surtout pour des maladies métaboliques, le diabète et autres, par exemple. Et personnellement, je dois avouer, il y a 7-8 ans, j'étais très sceptique que quelque chose qui se passait dans l'intestin avec des bactéries qui produisaient des molécules pouvait influencer le cerveau. Or, il y a maintenant toute une série d'études très sérieuses qui montrent une implication de la flore intestinale dans la dépression, dans la maladie d'Alzheimer, dans la maladie de Parkinson. Et donc, se pencher là-dessus est certainement un domaine de grand avenir, de nouveau, peut-être avant de penser aux robots qui vont nous commander. Moi, j'ai une question. Est-ce que la recherche avance, parce que tu étais parmi les premiers à travailler sur le cerveau limbique ou le cerveau émotionnel. Est-ce que maintenant il y a de plus en plus de recherches sur ce domaine, ce champ que tu as commencé en fait, que tu as invigoré quasiment?
Oui, enfin, moi, oui, tu es gentil. Enfin, le champ que j'ai inauguré, c'est celui des cellules gliales. Ça, je prends volontiers le crédit. Tu étais parmi les Mais premiers. l'autre, oui, l'autre, je me suis beaucoup intéressé, surtout, alors là, justement, du point de vue spéculatif, d'ailleurs, c'est les livres que j'ai écrits avec François Ansermet, là autour. Et c'est, je pense que les recherches qui avancent dans ce domaine, c'est à quoi je faisais allusion en parlant des robots et de leurs émotions, c'est le lien entre l'état du corps et les perceptions. Et il n'y a pas, il faut, donc ce cerveau limbique notamment est un des relais de cette communication entre le cerveau et le corps qui va modifier l'état du corps, et ensuite comment le cerveau est capable d'interpréter les changements biochimiques qui se passent dans le corps pour connoter de manière émotionnelle une perception, ou alors il n'y a pas toujours besoin que ce soit une perception externe, ça peut être aussi généré par une pensée. Moi, je m'amusais toujours, quand je donnais les cours aux étudiants en médecine, je leur disais, écoutez, voilà, là, tout est sympa, je vous raconte des histoires sur le cerveau, voilà, c'est sympathique, mais faites juste un petit switch maintenant. Imaginez-moi, dans 6 mois, quand je vous serai à l'examen de physiologie, je vous poserai des questions. Qu'est-ce que vous ressentez? Et tous disaient, oh, on sent les fourmis dans le ventre, et tout. Et donc une angoisse. Mais tu vois, donc on peut générer aussi une émotion, ben on le sait tous, quoi, c'est évident, par disons, une pensée, une représentation. Une question qui est plus philosophique et qui porte sur le film qu'on a vu. Et je voudrais savoir quel est votre regard sur, à mon avis, 2 mondes différents dans le film. Il y a le monde de tous ces robots que l'on veut développer, à qui on apprend des gestes, à qui on apprend des réactions pour appréhender quelque chose. Ensuite, la partie qui était traitée au début, qui est la conscience, l'âme, l'émotion, la réaction, où là, on peut construire ce qu'on veut, mais est-ce qu'on arrivera à faire la même chose que l'homme? Parce que vous avez 2 hommes qui sont nés au même endroit, avec toutes les mêmes facultés, et qui, devant un événement, vont réagir différemment. Il y en a qui va avancer, l'autre va reculer, etc. Quel est votre regard sur ces 2 mondes qui apparaissent dans le film? Oui. Bon, je vais vous répondre par une sorte de boutade. J'ai écrit un livre qui s'appelle « À chacun son cerveau ». Donc, c'est exactement ce que vous dites et je le crois profondément. D'où mon scepticisme par rapport aux robots qui vont au-delà de ce que Aude-Biard propose à la fin, que je trouve très ajusté et très intéressant. Moi, ça fait moins rêver, je suis d'accord, mais c'est du réel. Bon, le reste, c'est de l'aspect. On pourra peut-être, qui sait, arriver à créer des robots. Bon, est-ce qu'ils ont ça veut dire quoi la conscience ou les émotions du robot? Ça voudra dire qu'on aura réussi à créer des microcircuits, des algorithmes qui reproduisent ce que l'on sait aujourd'hui sur ce que c'est une émotion chez nous. Donc on pourrait, comme je l'ai dit tout à l'heure, imaginer de faire des algorithmes qui représentent le rythme cardiaque, la dilatation, la peur. Voilà, on pourrait se dire, voilà, là on a un algorithme de la peur. Deuxièmement, est-ce que, bon, une fois qu'on l'a fait, pour moi ça reste un réflexe, c'est pas encore un processus conscient. Donc on ne sait même pas chez l'humain, donc comme le dit Corr, il étudie la conscience depuis 30 ans. Bon, il pense avoir trouvé ça dans le claustrum, j'ai quelques doutes, mais bon. Voilà. Donc, moi, je suis, comme vous, pour moi, ces 2 mondes. Est-ce qu'un jour, ils vont se rejoindre? Peut-être, mais je ne suis pas sûr que c'est si intéressant que ça. Pour moi, c'est plus intéressant d'essayer de comprendre l'intelligence biologique, l'humain, les émotions. Voilà. Merci.